Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 23 janvier 2022. Une vingtaine de pharmacies a fermé ce jeudi à Cotonou. Décision qui fait suite à une descente effectuée par l'agence béninoise de régulation pharmaceutique au niveau d'une trentaine de pharmacies à Cotonou. L'absence des titulaires de ces officines qui sont censées s'assurer de l'exactitude des médicaments dispensés aux patients et les doses requises en est l'une des causes de ces fermetures. Alors, quelles conséquences donc pour le bon usage des médicaments vendus au niveau de ces pharmacies? Au-delà de cette opération, quelles sont les mesures qui s'imposent pour faire respecter ce principe déontologique aux professionnels du médicament? C'est le dossier du grand format de ce dimanche avec pour invité Yosuno Chabi, directeur général de l'agence béninoise de régulation pharmaceutique. Le grand format, c'est aussi le décryptage de l'actualité nationale, moment donc de passer en revue quelques sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. Bienvenue. Agbasagan est journaliste au quotidien Le Matinal. Avec lui, nous parlerons entre autres de la dissolution de l'agence Bénin Presse, du Conseil national du dialogue social, le scandale financier constaté au CNCB révélé par une enquête parlementaire et la création très prochainement d'une cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations à la présidence de la République. Mayasso est artiste chanteur béninois. Il vient nous parler de sa vie, de sa carrière et ses projets pour ses fans qu'on appelle les Japonais, dans un style de la variété musicale avec plusieurs titres à son actif. Le fils de Doumé se bat pour se faire une place méritée dans le paysage musical béninois. On va le découvrir ensemble dans une heure. Mesdames et messieurs, ainsi se présentent les grands axes de ce grand rendez-vous d'information. Si vous êtes prêts, le grand format est bien, c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, deuxième édition du projet Village solaire de la société NG Energy Access Bénin. Une compétition a opposé à cet effet le village de Niekene-Bansou dans la commune de Kwandé et à trois donc régions commerciales de la filiale à l'arrivée. Niekene-Bansou s'en sort gagnant avec son collège qui bénéficie de la réhabilitation d'un module de classe. On en parle dans un instant. On parlera également de ce geste de l'Union européenne. Elle met à la disposition des éleveurs de volailles et petits ruminants de Bacilla des équipements qui leur permettront désormais de travailler dans de très bonnes conditions et accroître leur production. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de la cérémonie de remise officielle de kits de gestion de l'hygiène des menstrues aux adolescentes. Cérémonie couplée avec le lancement du projet Upshift, deux initiatives de l'UNICEF qui visent à améliorer la santé, le bien-être et l'autonomisation des adolescents et adolescentes de la zone sanitaire Zogodome, Boykon, Zakota. Merci de nous préférer pour vous informer. Mesdames et messieurs, on démarre donc l'aventure grand format avec le point de l'actualité. Nous sommes déjà à la deuxième édition du projet Village solaire de la société NG Energy Access Bénin. C'est le village de Niekene-Bansou dans la commune de Kwandé, département de l'Atakora, qui s'est imposé face à trois régions commerciales de la filiale en guise de récompense. Le collège de la localité a bénéficié de la réhabilitation d'un module de classe. Le point avec Teddy Goudalo. C'est le village de Niekere-Bansou, dans la commune de Kwandé, qui sort gagnant de la compétition qui a mis aux prises 4 régions commerciales de la filiale NG Energy Access Bénin. Il bénéficie à cet effet de la réhabilitation d'un module de classe avec des mobiliers scolaires. À cela s'ajoute un don de matériels médicaux au profit du centre de santé de Niekere-Bansou. C'est une compétition entre des villages ou regroupements de petits villages en vue de déterminer sur une période définie ceux qui enregistreront le plus de nouveaux clients avec des taux de repaiement meilleurs par rapport aux autres. La réhabilitation de cette salle de classe est venue à point nommé où la pandémie du Covid-19 bat son plein. L'utilisation de ce joyau nous permettra de bien suivre les cours tout en respectant les gestes barrières. Au nom du directeur départemental de l'enseignement secondaire et de la formation technique de l'Atakora, nous vous remercions très sincèrement pour cet honneur.
nous vous promettons d'en faire un très bon usage. L'initiative de NG Energy Access Bénin est à sa deuxième édition et permet de repositionner la problématique de l'accès à l'énergie associée au développement et à l'accompagnement des collectivités locales. La compétition a duré environ 3 mois, soit du 1er août au 20 octobre 2021. Une période au cours de laquelle 12 villages se sont affrontés pour améliorer les conditions de vie de leurs habitants. La portée de notre action, c'est celle-ci. Partager la valeur générée par la vente de nos produits avec chacun d'entre vous en répondant aux besoins vitaux les plus élémentaires, s'éclairer, s'éduquer, se soigner, mais aussi plus sophistiquer, s'informer, se divertir, s'ouvrir au monde extérieur. Les solutions solaires domestiques, promues par NG Energy Access Bénin, sont des solutions responsables et durables. Responsables car propres, non émettrices de carbone, respectueuses de la santé de tout un chacun. Durables parce qu'utilisant l'énergie inépuisable et renouvelable du soleil. Tous les villages demi-finalistes ont bénéficié d'une séance d'éducation sur le développement durable. Un don de kits scolaires est également fait au profit de 400 apprenants pour encourager davantage les villages participants. NG Energy Access Bénin compte d'ailleurs faire du projet Village solaire un projet d'envergure qui intègre le développement des localités. On va quitter Kouandé pour Aplaroué, c'est dans le département du Koufo. Vous allez voir les fruits de cette intervention de la douane béninoise. Plus de 3000 boules de stupéfiants ont été découvertes dans un camion à double cabine d'immatriculation étrangère. L'opération s'est déroulée jeudi dernier à la frontière Bénin-Togo au niveau de Honsaroué. Le préfet du Koufo, Christophe Megbedji, nous apporte ici quelques clarifications au micro de Geoffroy Messan et Florent Do. Vous savez que le 5 janvier 2022, les éléments de la police républicaine avaient fait une prise. C'était 1980 boules de produits psychotropes. Tout avait été convoyé à Cotonou pour les analyses et la suite à donner au dossier. Et le procureur était sur le terrain. Aujourd'hui, la douane a fait une nouvelle prise. Ça fait 3458 boules de produits psychotropes. Le 5 janvier 2022, c'était un double fond. Un camion apparemment vide, mais avec un double fond contenant 1980 boules de produits. Aujourd'hui, ils ont changé de stratégie pour aller vers la création d'un compartiment entre le grand vide qui est derrière et la cabine du chauffeur. C'est dans ce compartiment qu'ils ont foutu les 3058 boules. Moi, je voudrais saisir l'occasion pour saluer le professionnalisme de nos éléments de la douane, et nos éléments de la police républicaine. Ils font un travail merveilleux. Et je voudrais aussi remercier le gouvernement qui a su leur donner une bonne formation. C'est des professionnels. Ils savent détecter les choses là où elles sont. Et je voudrais profiter de l'occasion aussi pour demander à nos parents, nos populations, d'être toujours prêtes. Je dis bien population, d'être toujours prête à fournir les renseignements qu'il faut à la douane, les renseignements qu'il faut à la police républicaine. Et nous tous allons trouver la paix. Ces 2 camions, le premier, le 5 janvier 2022, provenaient du Ghana, avec une immatriculation ghanéenne. Celui d'aujourd'hui provient toujours du Ghana. Et cette fois-ci, avec une immatriculation nigériane. Ces camions traversaient le Ghana, tout le Ghana, traversaient le Togo. Et c'est au Bénin qu'on a pu les intercepter. Bravo à la police, bravo à la douane. Voilà pour ces clarifications du préfet Christophe Megbedji.
Je l'ai annoncé il y a quelques minutes, les éleveurs de volailles et petits ruminants de Basila peuvent désormais pousser un ouf de soulagement et vous allez comprendre pourquoi ils ont été dotés d'équipements dont ils ont besoin pour mener leurs activités. Le geste de l'Union européenne donc s'inscrit dans le cadre du projet de développement de la filière avicole et petits ruminants dans la commune de Basila. Objectif, réduire considérablement les peines des éleveurs qui manquent de moyens pour accroître leur production. Reportage. Au niveau local. Voici le geste qui consacre la remise d'équipements aux éleveurs des plateformes de volailles et petits ruminants de Basila. Un geste de l'Union européenne à travers le programme d'appui au développement territorial qui s'inscrit dans le cadre du projet de développement de la filière avicole et petits ruminants dans la commune de Basila. Au niveau du sous-secteur de la volaille, nous avons 40 couveuses solaires automatiques, 1040 abreuvoirs, 1040 mangeoires pour volailles. Au niveau du sous-secteur des petits ruminants, nous avons 1040 abreuvoirs et 1040 mangeoires. Ce lot d'équipements vient à point nommé résoudre un tant soit peu les déficits de matériel qui entravent le réel décollage des sous-secteurs volailles et petits ruminants dans cette commune. Dans la dynamique de donner une visibilité à l'élevage, d'autres actions sont déjà menées sur le terrain. Les renforcements de capacité, il y a eu tout au moins 4 séries de renforcements de capacité pour les éleveurs, pour pouvoir améliorer la manière de faire le processus d'élevage au niveau de la volaille et des petits ruminants au niveau de la commune de Basila. À part les renforcements de capacité sur l'itinéraire technique, il y a eu les renforcements de capacité en matière managériale. Après les renforcements de capacité, on peut dire que nous avons les infrastructures spécifiques. Il y a les unités de transformation de volailles qui sont érigées au niveau de 4 localités. Après avoir pris l'engagement de faire un bon usage du matériel mis à leur disposition, les bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole, formulent quelques doléances. Nous nourrissons l'ambition de faire citer notre commune parmi les grandes productrices de volailles et de petits ruminants au Bénin. À cet effet, nous ne cesserons de solliciter davantage votre appui pour la construction d'enclos appropriés et équipés, l'amélioration de nos races locales de ruminants et le renforcement de nos capacités afin de réduire considérablement le taux de mortalité des jeunes sujets dans nos cheptels. D'un coût global de 131 millions de francs CFA, ce projet démarré en novembre 2019 a impacté 45 villages dans sa zone d'intervention. Dans la suite de ce journal, avec cette triste information, le corps judiciaire du Bénin a rendu un dernier hommage au magistrat Henri Amoussou Pakpa, décédé le 11 janvier 2022 à son domicile à Cotonou. La cérémonie d'hommage a connu la présence de plusieurs personnalités, dont le président de la Cour constitutionnelle, Maître Joseph Diogbenou, et le garde des Sceaux, ministre Séverin Eukenom. C'était vendredi dernier au siège de l'annexe de la Cour suprême à Cotonou. Les précisions sont avec Ali Mouni et Moufid Sagouan. Il sonnait 17h ce vendredi 21 janvier 2022 quand la dépouille du magistrat Henri Amoussou Pakpa est arrivée au siège de l'annexe de la Cour suprême à Cotonou. Ici, l'attendaient les hautes personnalités de l'organisation judiciaire du Bénin pour lui rendre un dernier hommage. Un hommage mérité pour le service rendu à la nation avec abnégation, mieux pour avoir marqué la plupart présents ici qui le citent comme l'exemple à suivre. La jeune génération qu'il aura observé au soir de sa carrière et de sa vie tout court retient cependant de ce dernier l'image d'un magistrat laborieux, homme de conviction, empreint d'une humilité à nul autre pareil, d'une discrétion exceptionnelle
tout en lui était modération. Président du tribunal de première instance de Parakou et président de la chambre judiciaire de la Cour suprême sont entre autres postes de responsabilité qu'il avait occupés. Pour une vie entièrement dédiée à la justice béninoise, des témoignages bien détaillés et émotifs sur son parcours sont présentés. L'Amicale des magistrats retraités du Bénin, l'Union nationale des magistrats du Bénin, le bâtonnier de l'ordre des avocats et l'ancien médiateur de la République se sont succédés dans l'exercice. Il a énormément souffert au début de sa carrière. Je voulais insister là-dessus. Il a énormément souffert et malgré la souffrance, le travail pour lui, comme l'a dit le bâtonnier tout à l'heure, est une religion. C'est un sacerdoce. Il était retraité, mais il lui a été confié le soin de coordonner le service juridique de la Cour constitutionnelle. Et je me suis rendu compte que tous les jours à 7 h du matin, le président de la Cour suprême l'a rappelé tout à l'heure, il était déjà au bureau. Et parfois, il quittait le bureau après tout le monde. À la suite des témoignages, les différentes personnalités sont passées devant sa dépouille pour un dernier hommage. Décédé à l'âge de 82 ans, le magistrat Henri Amoussoukpakpa sera inhumé ce samedi 22 janvier 2022 à Grand Popo. Toujours dans l'actualité, le gestionnaire mandataire de l'ANIP a donné un point de presse vendredi à Cotonou. Cyril Roubedji a apporté quelques clarifications à certaines préoccupations des professionnels des médias et des internautes sur le programme de modernisation et de gestion de l'identification personnelle et l'état civil, l'explosion des demandes d'enrôlement à l'ANIP et l'insatisfaction de certains usagers n'ayant retrouvé leurs données ont été les points forts de cette sortie médiatique. On fait le point. Puisque l'activité de 2017-2018, appelée recensement administratif à vocation d'identification des personnes de la population, a été réalisée avec un score très intéressant, plus de 95% de la population, on peut comprendre que le gouvernement a joué sa partition et qu'au moins, tout au moins 10 millions de personnes avaient cru au gouvernement à l'époque. Ceux-là n'ont pas de problème aujourd'hui. Ils demandent leurs actes. Ils sont satisfaits. S'ils ont des réclamations, des corrections à demander, c'est naturel. Ils le font. Et ils ont satisfaction. Mais il y a aussi une frange de la population qui n'avait pas participé à l'opération du RAVIP à l'époque. Et il ne s'agit pas d'une centaine de personnes. Il s'agit, à ce que nous découvrons aujourd'hui, de milliers de personnes. Maintenant, les conséquences de n'avoir pas été prise en compte, de n'avoir pas participé au RAVIP sont là aujourd'hui. Et nous faisons les frais avec ces usagers. Suite à la demande récurrente de certains de nos compatriotes qui n'avaient pas fait le RAVIP, nous avons dû mettre en place un dispositif d'enrôlement continu pour recevoir ces quelques demandes d'enrôlement, c'est-à-dire de rattrapage d'enrôlement. Mais nous avons noté à partir du mois d'octobre une montée en puissance de ces demandes-là, liées au fait qu'il y a des écoliers, des élèves qui ont besoin d'actes sécurisés et qui devaient prendre part le RAVIP. Il y a aussi des agents de l'État. Au niveau des arrondissements de Cotonou, nous avons été obligés d'installer des postes d'enrôlement. Au niveau des mairies, à l'intérieur du pays, de toutes les mairies, nous avons été obligés d'installer des postes d'enrôlement. Et donc, la quantité de demandes, de données que nous sommes en train de collecter nous oblige à rentrer en opération de traitement. Or, quand on avait fait le RAVIP, pendant 6 mois, nous avons mis 1 an de traitement pour que les données puissent être disponibles au registre national des personnes physiques. Mais nous avons un mécanisme de sauvegarde qui nous dit ceci.
quelle que soit la situation, l'individu ne doit pas être privé de son droit à l'identité. Le droit à l'identité est un droit fondamental de la personne humaine. C'est pourquoi nous voulons échanger, nous voulons éclairer l'opinion pour que ceux qui se trouvent ou se retrouvent dans cette situation puissent comprendre que des moyens avaient été déboursés pour aller dans toutes les contrées faire le RAVIP et que nous avons encore en perspective une pareille opération février-mars. Nous allons faire un grand RAVIP. Donc les gens iront au niveau des arrondissements partout dans le pays pour faire leur RAVIP. Pendant ce temps, nous allons devoir faire face à l'explosion de la demande parce que c'est nos compatriotes, c'est des citoyens qui ont besoin de papiers pour régler un certain nombre de problèmes. Mais nous les invitons à de la patience. Un dernier sujet avant de boucler la première partie de ce grand format. On parle de remise officielle de kits de gestion, donc de l'hygiène des menstrues aux adolescentes. Cérémonie couplée avec le lancement du projet Upshift, deux initiatives de l'UNICEF qui visent à améliorer la santé, le bien-être et l'autonomisation des adolescentes et adolescents de la zone sanitaire Zobodomé-Boycon-Zakota. Elles viennent ainsi compléter d'autres projets en cours en vue de promouvoir la scolarisation et la protection des enfants. Imet Hélène Amoussou. Les initiatives visent à améliorer la santé, le bien-être ainsi que l'autonomisation des adolescents et adolescentes soutenues par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Elles viennent renforcer les efforts déployés par le gouvernement à travers d'autres projets. Upshift est basé sur la conception de solutions innovantes dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive au profit des adolescents de la zone sanitaire Zobodomé-Boycon-Zakota. Son lancement est couplé avec la remise officielle de kits de gestion de l'hygiène menstruelle. Nous sommes donc heureux aujourd'hui d'apporter un appui additionnel à la zone sanitaire de Zoboza à travers un don de 56 000 serviettes hygiéniques de fabrication locale, fruit de notre collaboration avec la Fondation Claudine Talon, et 56 000 carnets de suivi des menstrues. Ce don d'un montant d'environ 50 millions de francs CFA permettra à 14 000 adolescentes de 51 collèges du Zou de bénéficier d'un kit de 4 serviettes hygiéniques réutilisables et d'un carnet de suivi des menstrues chaque mois. Les adolescents et jeunes constituent une frange importante de la population de notre pays. La recherche de solutions aux besoins en santé pour cette importante couche requiert une approche multisectorielle. C'est ce qui justifie la formulation des projets santé et bien-être des adolescents et Upshift. Il est également mis en place le laboratoire GHM. C'est un espace de dialogue mobile qui sera installé dans la cour de la mairie de Boycon 2 fois par an pendant 2 jours. Il va permettre aux agents de santé et autres personnes ressources d'apporter des conseils aux adolescents autour des menstrues. L'UNICEF œuvre depuis des années aux côtés du MES-TFP dans le domaine de la promotion de la scolarisation et de la protection des enfants, de la promotion d'une éducation de qualité, gage d'un développement harmonieux de notre pays, le Bénin. Il est nécessaire pour nous, tous acteurs de la protection des enfants, des filles, que nous consolidions davantage nos actions pour des interventions pertinentes allant dans le sens de la satisfaction des bénéficiaires et dans le sens de la vision du chef de l'État. Chères adolescentes et jeunes, connaître son corps est un moyen excellent pour planifier son avenir. Je vous demande d'entretenir ces outils de votre bien-être et surtout de combiner tout ceci avec les conseils et les orientations qui vous seront donnés. En plus d'inviter les bénéficiaires à faire un bon usage des matériels reçus et à profiter des opportunités offertes, les autorités et autres personnalités présentes ont aussi lancé un appel. Parents, autorités locales, religieuses et traditionnelles sont exhortés à instaurer le dialogue avec les adolescents et adolescentes afin de leur permettre de se confier librement. En cas de méconnaissance, tous sont priés de se rapprocher des centres de promotion sociale et des centres de santé qui disposent des meilleurs outils pour les accompagner. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc le point de l'actualité tel que vu et traité par l'ensemble de l'équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin. On entame à présent la deuxième phase de ce rendez-vous du grand format. À présent, donc le plateau invité. Premier sujet, fermeture de quelques pharmacies à Cotonou pour non-respect du code de la déontologie. Que peut-on y comprendre? Nous en parlerons dans un instant avec le lieutenant-colonel Yosuno Chabi. Il est le directeur général de l'agence béninoise de régulation pharmaceutique. Mais avant l'entretien, place aux Zap 3.
réalisation, comme tous les dimanches, Nagui Balagwe. Il est le président d'une république avec laquelle nos frères ont des problèmes. Et il doit intervenir, mes chers journalistes. Le chef de l'État doit intervenir. Ça ne marchera pas. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Je me battrai. Tout au long de son parcours, le pays a été confronté à toutes les formes d'oppression sous tous les régimes qui se sont succédés. Pourquoi on nous exclut? Est-ce parce qu'on nous connaît? En même temps, je travaille pour la lutte contre la facilitation des biens et des personnes des frontières. Je travaille pour la lutte contre la facilitation des biens et des personnes des frontières. C'est vrai, j'aspire au repos au plus profond de mon être. Mais, écoutez-moi. Quand on pousse l'effort jusqu'à la pointe extrême, et quand on a fini de s'efforcer et qu'il ne reste plus de force du tout en réserve, on s'efforce encore. Nous, on est accroupis, on s'agenouille. Le peuple s'agenouille devant le chef de l'État pour demander pour que cette nouvelle année soit une nouvelle année de prospère, de paix et de grâce. Et puis le reste à venir. OneXBet, tout le monde a une chance. Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort,
invincible même, à tort ou à raison. C'est un signe. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. La libération de tout instant. On pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal+ vous amène au cœur de la CAN. Alors rejoignez-nous grâce au décodeur à seulement 5 000 francs dès la formule Access. LBM, notre passion vous transporte. OneXBet, tout le monde a une chance. Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. C'est un signe. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. La libération de tout instant. On pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal+ vous amène au cœur de la CAN. Alors rejoignez-nous grâce au décodeur à seulement 5 000 francs dès la formule Access. OneXBet, tout le monde a une chance. LBM, notre passion vous transporte. Une opération de fermeture temporaire de quelques pharmacies jeudi dernier à Cotonou. On parle du non-respect du principe de la déontologie qui gouverne cette profession. Est-ce que vous avez raison de vous inquiéter? Pour vous permettre de comprendre tous les contours de cette opération, j'ai sur ce plateau le directeur général de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique. Directeur, bonjour. Bonjour, M. Boukari. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, on va commencer par harmoniser les chiffres. Il s'agit de combien de pharmacies? Combien de pharmacies vous avez visitées et combien donc, ont été épinglées? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est vraiment avec un plaisir, un réel plaisir que
je viens sur ce plateau pour échanger avec vous et avec nos populations sur cette situation donc, qui a prévalu dans la nuit du jeudi dernier. Donc l'opération a concerné 30 pharmacies au départ. Donc 30 pharmacies ont été inspectées. Je voudrais préciser que ce sont des pharmacies ciblées à l'avance. Et parmi ces 30, 13 ont été fermées. 13. Est-ce qu'on peut les connaître? Non. Bon, c'est vrai, c'est pas une mauvaise publicité. Encore qu'il n'y a pas de publicité dans le secteur tout à fait. pharmaceutique. Donc, ouais, c'est pas prudent d'en parler parce que ça pourrait étiqueter les pharmacies, ce qui n'est pas le but de l'opération. Alors, c'est votre agence qui a diligenté l'inspection. Alors, est-ce qu'il y a une situation qui vous a poussé à aller faire des vérifications? Justement, c'est une situation qui date de très longtemps. C'est en fait l'absence des pharmaciens dans les pharmacies. Donc ce constat a été fait il y a un moment et les tests sont clairs là-dessus. Un pharmacien, lorsqu'il a une officine, il est tenu à l'exercice personnel de la profession. Maintenant, pour des cas, il peut arriver que le pharmacien soit lui-même absent et quand il est absent, la loi prévoit qu'il est un pharmacien responsable, un pharmacien remplaçant, ou, à défaut, un pharmacien assistant qui donc gère et fait le suivi de toutes les activités pharmaceutiques qui sont menées dans l'officine. L'absence donc de titulaire donc, au sein de l'officine, c'est quoi les conséquences sur les médicaments que nous achetons dans les pharmacies? Alors, sur le médicament en lui-même, il n'y a pas de conséquences. Ce qui, en réalité, pénalise la population, c'est que il y a ce qu'on appelle les bonnes pratiques de dispensation du médicament. Alors ces bonnes pratiques permettent au pharmacien, lorsqu'il est là, de pouvoir s'entretenir avec le patient qui est venu, lui expliquer davantage son ordonnance, lui expliquer les moments de prise du médicament, lui expliquer les effets indésirables auxquels il pourrait être confronté en prenant ce médicament, et non juste prendre une boîte et remettre au patient. Donc ça, c'est l'exercice et c'est une plus-value que le pharmacien devait apporter, n'est-ce pas, au client lorsqu'il est dans son officine. Quand le pharmacien n'est pas là, ces avantages, ces plus-values que le patient devait avoir, il ne les a pas. Et en dehors de ça, c'est que la façon dont les choses se passent dans une officine quand le titulaire n'est pas là ou bien quand il n'y a pas un pharmacien, ce n'est pas toujours pareil que lorsqu'il est là. Alors, est-ce que les populations qui ont eu l'information, les gens ont dit prenez vos dispositions, les pharmacies seront fermées et tout, on va rassurer, est-ce que les populations ont des raisons de s'inquiéter? Honnêtement, non. Il n'y a aucune raison à s'inquiéter par rapport à cette situation. Les pharmacies qui ont été fermées ne sont pas fermées pour défaut de qualité de leurs produits ou autre chose. Non, c'est justement fermé parce que nous voulons que lorsqu'un patient va dans une pharmacie, qu'il puisse avoir le maximum d'informations possibles. Et ça, c'est le pharmacien, quand il est là, qui peut donner ces informations. C'est lui qui peut accompagner le patient dans son traitement. C'est lui qui a la connaissance qu'il faut sur le médicament et donc peut aider le patient et le rassurer aussi par sa présence lorsqu'on lui dispense un médicament. Alors, est-ce que ça veut dire que désormais, si je vais dans une pharmacie, je ne vois pas le titulaire, je vais dans une autre pharmacie? Quelle est l'attitude à tenir? Alors aujourd'hui, je ne pense pas qu'un pharmacien ose encore laisser sa pharmacie ouverte sans un pharmacien. Sinon, ce qui a été fait, c'est vraiment à titre d'avertissement et nous irons plus loin dans les décisions si cette attitude, ce comportement n'est pas changé. Alors, les pharmaciens disposent d'un syndicat et même du conseil de l'ordre. Ces acteurs ont été associés à l'opération que vous avez menée? Non, pas directement, parce que nous, on a une autorité de régulation. Nous régulons le secteur. Ce qui a été fait, c'est que les pharmaciens ont été prévenus. Ils ont été prévenus, des courriers donc, de rappel par rapport à ces dispositions réglementaires ont été envoyés à tous les pharmaciens quelque temps à l'avance. Et donc, il était normal qu'à un moment donné, nous puissions aller voir ce qui se passait sur le terrain et prendre donc les décisions qui s'imposaient. Alors, le non-respect donc de ce principe de la déontologie, est-ce que les syndicats ou bien l'ordre, est-ce qu'ils ont une part de responsabilité dedans?
Bien sûr que oui. Parce que l'ordre, normalement, est censé, d'abord, à prime abord, donc défendre les intérêts de la corporation et en même temps aussi veiller à ce que la déontologie donc, de la profession soit respectée. Parce que ça, c'est un travail de l'ordre. Et donc, l'ordre devait nous accompagner dans ce volet-là pour que nous puissions justement éviter que ce qui est arrivé ne se produise. Alors, en dehors de l'absence donc du professionnel du médicament dans l'officine, est-ce que vous avez constaté d'autres dysfonctionnements dans le fonctionnement de ces pharmacies? Alors, le but de l'opération n'était pas... C'était vraiment bien précis. Donc, on n'est pas allé dans d'autres détails, mais à d'autres circonstances, à d'autres occasions, je pourrais échanger avec vous sur cet aspect-là. D'accord. On va finir avec votre message peut-être d'apaisement ou voilà, d'encouragement à l'endroit des populations qui s'en inquiétaient, qui se disent, bon, la pharmacie qui est à côté de moi est fermée, ça veut dire que les médicaments qui sont vendus ne sont pas de bonne qualité. On va les rassurer à travers votre message. Merci beaucoup. Je voudrais donc rassurer toute la population pour dire que les médicaments qui sont dans les pharmacies n'ont pas de problème. Il ne s'agit donc pas d'un problème sur les médicaments. Il s'agit donc d'un problème réglementaire. Et ça, c'était dans le but, justement, de pouvoir donner toutes les garanties aux populations, donner toutes les garanties aux clients pour que quand ils vont dans les pharmacies, ils puissent être le mieux traités possible. Et à l'instant où je parle, je voudrais aussi dire que parmi les 13 pharmacies qui ont été fermées, 6 ont déjà été ouvertes ce matin parce que les conditions exigées ont été remplies. Et je pense qu'en début de semaine prochaine, donc à partir de demain, les autres pharmacies seront certainement ouvertes. Tout à fait. Message sans doute entendu. Merci à vous, lieutenant-colonel Youssounou Chabi, directeur général de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique. Merci beaucoup pour ces clarifications et très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Mesdames et messieurs, nous allons quitter les pharmacies pour faire une entrée dans les ateliers de tourneurs. Voici l'artisan de la semaine. One Expert, tout le monde a une chance. Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. On pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal+ vous amène au cœur de la CAN. Alors rejoignez-nous grâce au décodeur à seulement 5 000 francs dès la formule Access. Nous sommes de retour pour la suite de notre aventure. Le rendez-vous avec l'artisan de la semaine, c'est maintenant. Monsieur Sylvain Nyakadia, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le président des tourneurs de l'arrondissement de Godomè dans la commune d'Abomey-Calavi. Merci donc d'accepter notre invitation. Avec vous, nous allons comprendre un peu le métier donc, de tourneur. Alors, comment peut-on expliquer ce métier? C'est quoi un tourneur? Oui, je vous remercie, monsieur le journaliste. Un tourneur se divise en deux parties. Il y a ceux qui utilisent les machines et ils sont spécialistes dans la formation des pièces et autres. Il y a les ajusteurs. Donc les ajusteurs sont ceux qui sont spécialistes dans le collage et le rivage des patins. Très bien. Les freinages et autres. Et comment devient-on tourneur? Bon, c'est très simple. D'abord, du côté de l'artisanat, ce n'est pas toujours les gros diplômes. Donc, avec le niveau de CM2 au moins, on arrive à bien comprendre ce dont
pourquoi on est appelé. Donc, tu t'inscris dans un centre de formation et avec les formalités qui sont propres à chaque atelier. Alors, quels sont que ce soit des deux côtés, deux catégories donc, de tourneurs, quelles sont les activités donc, que vous menez? Bon, moi, je suis ajusteur tourneur. Ajusteur tourneur, qu'est-ce que vous faites? Bon, particulièrement, je suis dans l'ajustage. Ok. Moi, je fais les patins. Je suis spécialiste des patins. De rivage et de collage des patins. Je suis également spécialisé dans le rivage des bandes et autres. Oui. Alors, avec l'évolution de la technologie, est-ce que votre métier arrive à répondre convenablement aux besoins de vos clients? Oui, c'est le propre, disons, c'est parmi les doléances de nos artisans. On n'a pas les moyens pour acquérir les matériels adéquats. Oui. Maintenant, de quoi est-ce que vous avez besoin? Est-ce qu'on vous achète les matériels ou bien qu'on vous donne l'argent? Vous êtes dans une association. Quel est le type d'appui que vous apportez aux membres donc, de l'association? Bon, moi, je suis comment on appelle, président d'association qu'on appelle UPAT, c'est-à-dire Union des professionnels d'ajustage et de tournage. Donc, dans nos associations, nos requêtes les plus urgentes, c'est que l'État nous aide à acquérir le matériel. Si on peut nous donner des prêts par rapport à, comment on appelle ça, on doit faire un plan de nos projets d'achat de matériel. Et par rapport à ça, on présente et on peut nous donner, disons, chercher une structure pouvant nous aider à acquérir. Alors aujourd'hui, est-ce que les jeunes s'intéressent à ce métier? Est-ce que vous avez des apprentis jeunes qui s'y intéressent? Bon, disons qu'avec le ZEM, on a plus des apprentis qui ont la vocation de venir à l'apprentissage. Alors, ils préfèrent conduire conducteur de taxi moto. Comment on appelle l'argent immédiatement. Pour pouvoir. Ce n'est pas un gain facile. Ça suffit. Alors, quelles sont les autres difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'exercice de ce métier, en dehors du manque de matériel que vous évoquiez? Bon, disons, entre autres, il y a l'aide Covid dont on parle. Donc on voudrait que l'État nous aide à l'avoir parce que la majorité sont encore en attente. Aussi le recensement complémentaire des artisans que le ministère de tutelle avait organisé là. Il y a beaucoup de personnes, d'artisans, qui sont encore en rade. Donc on voudrait que l'État nous aide à le faire également. Donc entre autres, la formation. Très bien. Il faudrait que l'État nous aide à nous recycler. Parce que avec l'évolution de la technologie, il y a plusieurs matériels qui sont, comment on appelle ça, qui sont en vogue maintenant, mais qu'on n'a pas assez à... vous ne maîtrisez pas. Voilà. Par exemple, le CPP, là, c'est un centre où on pouvait quand même avoir accès, mais ce n'est pas facile d'y accéder. Donc si l'État peut encore ouvrir d'autres centres pouvant nous aider à nous recycler, là, ça va nous faire beaucoup plaisir. Quels sont les autres besoins Bon, j'ai parlé d'argent tout à l'heure, donc il n'y a pas une caisse dans laquelle on y a puisé. Donc que l'État nous aide à ouvrir peut-être une banque pour les artisans, pouvant nous aider pour financer les activités des artisans. Aussi, pour le projet H, là, la santé de nos artisans aussi préoccupe aussi nos dirigeants. C'est ça. Oui. D'accord. Quels sont les risques liés à l'exercice de ce métier? Quand on est tourneur, quels sont les risques auxquels on est exposé?
Bon, les risques sont nombreux parce qu'on n'a pas les matériels nécessaires pour nous couvrir. Parce que dans un centre, il faudrait que nous nous équipons, par exemple les gants, il faut les avoir, les casques, les sandalettes également. Pour se protéger. Avec les moyens, on n'arrive pas à comment on appelle-t-on, respecter ces normes avant de travailler dans les ateliers, ce qui est un peu grave. D'accord. Alors, on sait que le tourneur exerce donc dans de nombreuses industries automobiles, ferroviaires, mécaniques, électriques, électroniques, informatiques et tout. Est-ce qu'il y a possibilité de se spécialiser? Est-ce que vous envisagez ça là dans vos projets? Bon, c'est l'État qui va nous accompagner dans ces champs de formation. Comme j'avais eu à citer ici, oui, à le dire. D'accord. Est-ce que vous avez, on va vous laisser partir, est-ce que vous avez un message à l'endroit donc des tourneurs, des artisans de Godemè, de Calavi, de Bénin qui nous suivent en ce moment? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? D'abord, je dois remercier Canal et avec sa direction pour tout ce qu'il fait pour l'artisanat au Bénin. Et pour terminer, vous avez dit non. Oui. Donc, ce que j'aimerais demander, c'est que l'État nous vienne en aide. C'est le plus important. Et que l'unité dans le milieu artisanal soit de mise. Parce qu'il y a des camps qui se... Plusieurs associations, plusieurs fédérations. Plusieurs fédérations et autres là. Parce que dans la division, on ne peut rien faire de bon. Tout à fait. Oui, de concret. D'accord. Merci à vous, M. Sylvain Nyakadia. Vous êtes le président des tourneurs de l'arrondissement de Godemè dans la commune d'Abomey. Calavi, bon dimanche à vous. Merci, monsieur le journaliste. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui. Mesdames et messieurs, c'est le moment de passer en revue quelques sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. C'est avec l'invité média, c'est l'instant décryptage donc, de l'actualité nationale. On va donc installer l'invité média avec la revue de presse hebdomadaire signée Assiomo Kanyi Assiomo. À toutes et à tous, bonjour et merci de retrouver la revue hebdomadaire de Canal 3 Bénin. Dans la semaine, le matinal parlait des questions bilatérales et sous-régionales pour informer du tête-à-tête entre Talon et Ouattara, un tête-à-tête que Fraternité qualifie de complicité au service de la sous-région. Le journal écrit que décontractés, les deux dirigeants ont évoqué des questions cruciales relatives notamment à la sous-région ouest-africaine. Patrice Talon et Alassane Ouattara n'ont pas manqué d'évoquer le dossier malien qui connaît des évolutions depuis les dernières sanctions prises au plan sous-régional en effectuant le déplacement d'Abidjan. Patrice Talon n'a pas manqué de discuter des intérêts du Bénin, notamment pour ce qui est des échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire. Il y a à peine quelques jours, le programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2021-2026 a été lancé immanquablement. Le chef de l'État a la quête de débouchés de ressources pour la réalisation des grands projets qu'il nourrit en a soufflé mot à son vis-à-vis. Les mesures prises par le gouvernement pour le compte des cantines scolaires ont été largement relayées à ce sujet. Le matinal indique plus de 150 milliards de francs CFA pour les cantines scolaires. La cloche explique que le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de mettre à disposition dans le cadre du partenariat avec le Programme alimentaire mondial les ressources nécessaires qui s'élèvent à la somme de 153 milliards 850 millions de francs CFA pour les 5 prochaines années scolaires, soit 15 milliards 623 millions de francs CFA pour assurer l'extension du programme au cours de l'année scolaire 2021-2022, 31 milliards 241 millions de francs CFA pour 2022-2023, puis 29 milliards de francs CFA pour chacune des 3 années suivantes. Le quotidien Fraternité annonçait que les mesures de lutte contre la corruption au Bénin viennent d'être renforcées. Il a été décidé de la mise en place à la présidence de la République
d'un dispositif central de recueil de plaintes et ou de dénonciations, ceci en dépit des multiples actions entreprises pour lutter contre les faits de corruption et la mauvaise gouvernance ainsi que des sanctions disciplinaires et des poursuites judiciaires qui en découlent. Des pratiques préjudiciables aux ressources de l'État persistent au sein de certaines structures de l'administration publique. Ainsi, tout agent public, quel que soit son niveau de responsabilité pris en flagrant délit d'actes de corruption, sera purement et simplement dénoncé à la dite cellule d'analyse et après vérification, des dispositions seront prises en vue de sa sanction. Bénin Intelligence soulignait que le programme d'action du gouvernement 2021-2026 a été présenté le jeudi 13 janvier à Cotonou au président d'institutions de la République, députés, maires et cadres des institutions. Le but visé par le gouvernement est de s'assurer que l'ensemble de ces acteurs ait la même compréhension du programme en vue de sa mise en œuvre efficace et efficiente pour le bien-être des populations. Dans la suite, Matin Libre, rapportant la présentation de vœux au Parlement, informait que les législatives de 2023 sont déjà d'actualité chez les démocrates, en croit le journal. Le parti renouvelle son soutien à Madougou, à Ivo et compagnie. Et à un an de la fin de la 8e législature, Fraternité écrit que sur le plan politique, dans les états-majors des différentes formations politiques, c'est l'heure des grandes interrogations. Déjà vu que peu de partis politiques sont représentés à la 8e législature, elles sont entre autres relatives aux dispositions à prendre, surtout par ceux qui s'étaient sentis exclus en 2019 pour s'assurer d'être cette fois-ci dans le starting block de la course au palais des gouverneurs. Au nombre de ces partis, il y a ceux de l'opposition, notamment restaurer l'espoir des candidats Zanaï, la FCBE aujourd'hui divisée en deux tendances, avec l'apparition de les démocrates, puis la grande solidarité républicaine d'Antoine Guédou. Justement, parlant de participation législative de 2023, les démocrates ont assuré leurs militants quant à leur détermination à être sur la ligne de départ des dites élections qu'ils souhaitent transparentes. Sans aucun doute, si les démocrates et les autres regroupements de l'opposition, qu'elles soient constructives ou radicales, veulent continuer de porter les espoirs d'une alternative au régime en place, les prochaines élections sont celles de la dernière chance. Le journal de titré quitte ou double pour l'opposition les grands enjeux du prochain Parlement de transition. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire. C'était la revue de presse hebdomadaire signée Assiomo Kanye Assiomo que nous allons retrouver sans doute dimanche prochain avec d'autres informations. Il est déjà installé pour le tour d'horizon de l'actualité nationale. Bienvenue à Guasaga, bonjour. Bonjour Idriss Boukari, bonjour amis téléspectateurs. Journaliste au quotidien, le matinal, merci d'être là. Alors, cette semaine, c'est la saison, donc c'est la semaine des dissolutions qui s'achève. Après donc l'InfoSec, il y a quelques jours, c'est l'agence Bénin Presse et le Conseil national du dialogue social qui ont subi le même sort. On va commencer avec la maison donc de l'information. Sa dissolution est-elle opportune à vos yeux? Mais il faut savoir que, avant de vous répondre, en tout cas, je vais répondre à cette question d'une autre manière, je dirais. Vous savez, dans la synchronie et même dans la diachronie de la rationalisation et de l'optimisation des ressources engagées par le président Patrice Talon, il serait donc contradictoire, ou bien ce serait une contradiction de laisser une telle structure, je dirais une contradiction exacerbante, de laisser une telle structure qui végète déjà dans une obsolescence. Il ne faut pas le cacher, il ne faut pas se voiler la face pour le dire. C'est vrai, quand vous allez sur le terrain, vous voyez un peu l'état de cette agence-là, vous êtes vous-même, c'est-à-dire ostentoirement, vous pouvez dire il faut nécessairement qu'on essaie de ne plus donc engranger, en tout cas de mettre des ressources de l'État dans ces genres de structures et trouver un mécanisme, c'est vrai. Et pour
certaines personnes, ça pourrait être déconcertante. Il faudrait dire que cette dissolution soit déconcertante, mais il faut voir les réalités en face. C'est une structure aujourd'hui qui est confrontée à de rudes concurrences et qu'il y a d'autres agences, d'autres structures de l'État qui jouent son rôle. Et donc, ça n'a plus sa raison d'être. Et quand une structure perd son objet, ça perd sa finalité, il ne faut plus qu'elle existe réellement. Et donc, c'est ce qui se passe. Il ne faut pas chercher midi à 14h pour pouvoir démontrer même la raison de la dissolution de l'agence Bénépresse. Vous savez, depuis 61, 75, où cela a pu donc avoir ce nom. Et vous voyez, l'héritier de l'agence France Presse. Et donc, tout ça, on va pas s'éterniser là-dessus ou tergiverser là-dessus. C'est un sujet, en tout cas, une dissolution très opportune, il faut le dire. Alors, est-ce que si l'agence Bénépresse se retrouve dans cette situation aujourd'hui, quand on connaît son rôle, quand on sait que c'est la presse de proximité qui fait remonter les informations donc, des contrées donc, du pays, est-ce que la solution, lorsque la maison se retrouve en difficulté, la solution, c'est de la faire disparaître? Non, mais il faut analyser les questions de ressources en réalité. Encore l'agence, ce n'est pas une régie financière qui peut apporter de l'argent à l'État. Oui, mais vous aussi, vous semblez répondre à la question en réalité, parce que qu'est-ce que ça apporte nécessairement à l'État? Et on est en train de parler de l'optimisation et de la rationalisation des ressources de l'État. Il faut rester dans cette posture-là. Ça constitue notre repère. Ça doit être notre référentiel en la matière pour pouvoir donc mener les différentes actions. Toute structure qui n'apporte pas de plus-value. C'est vrai, vous allez parler d'information aujourd'hui. Il y en a assez sur les réseaux sociaux. Il y a une rude concurrence en la matière. Même les médias classiques, vous voyez ce qui se passe avec les médias classiques, surtout la presse privée aujourd'hui. Vous voyez un peu comment cette presse-là est confrontée donc à ces problèmes-là qui naissent aujourd'hui. Et donc l'État se laisse aller à cette plaisanterie de mauvais goût, dites-le-moi. Sincèrement, ce n'est pas du tout gai. Il faudrait donc faire passer à la dissolution et c'est ce qui a été fait. Alors, une fois la dissolution prononcée, la question qu'on se pose, c'est le sort réservé donc, à nos confrères, aux agents qui y travaillent. Ils sont certainement dans les mains du liquidateur. Oui, mais il y a un mécanisme juridique en la matière. Quand on passe à la dissolution, le liquidateur il va accomplir ce qui est de sa compétence. Et nous savons que si c'est des agents qui sont sous contrat de droit privé, on va procéder donc à un licenciement pour motif économique. Mais si ce ne sont pas des agents, ceux qui sont des fonctionnaires, en réalité, ils seront mis au service des structures étatiques qui existent. C'est clair et net. C'est ça la procédure en la matière. C'est la réglementation béninoise. Et donc, partout d'ailleurs, même dans le monde, quand on arrive à la dissolution d'une société, on va voir les types de contrats en la matière. Si vous êtes sous le droit privé, on va vous appliquer le droit privé. Et ici, c'est la question du licenciement pour motif économique qui sera appliqué pour ceux qui sont sous un contrat de droit privé. Et pour les autres, on va les mettre dans le circuit de la fonction publique. D'une dissolution à une autre, on va parler du Conseil national du dialogue social, également dissous. Est-ce que c'est une structure budgétivore également? Non, il ne faut pas dire que c'est une structure budgétivore. Vous savez, ce gouvernement-là, il faut un peu analyser leur action. Vous allez remarquer que c'est un gouvernement qui s'est fait entourer de technocrates. Je peux exagérer pour certaines personnes, mais il faut dire une certaine vérité parce qu'il y a une analyse conséquente qui est faite. C'est-à-dire qu'il y a un diagnostic pertinent qui est fait au départ. Vous voyez aujourd'hui le Conseil national de dialogue social, CNDS, on a essayé un peu de noyer ce conseil-là dans la commission que nous avons, Commission nationale de concertation, de consultation aujourd'hui. Et donc la mission, c'est de prévenir les conflits sociaux et aussi donc de proposer des choses donc au gouvernant pour que le milieu social soit apaisé. À partir de ce moment-là qu'on a pu trouver cette initiative réellement en allant au-delà parce que vous avez vu, c'est parce qu'on a mis en place la commission qu'on est en train de passer donc à la dissolution du Conseil national de dialogue social. Quoi de plus mieux? Il ne faut pas laisser en tout cas cette structure, je dirais même, ou bien cette institution et que cela continue et que les autres, il aura une concurrence et c'est nous-mêmes qui allons critiquer pour dire mais quelle est la raison d'être même de cette action, quel est le motif, quel a été le mobile qui était derrière donc cela. Donc il faut nécessairement donc oublier cela et donc passer à autre chose et c'est ce que le pouvoir est en train de faire. Les mouvements de grève ne temple d'actualité au Bénin, on peut se passer donc du Conseil national du dialogue. C'est pas parce que les mouvements de grève, vous savez, il peut y avoir de grève, c'est que la grève a été encadrée. Il faudrait donc le dire. Oui. Et donc
si les travailleurs veulent aller en grève, ils peuvent aller en grève, mais c'est bien encadré aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'on faisait donc dans l'anarchie avant, dans le désordre, il n'y a aucune orthodoxie en la matière, et donc on reste dedans et chacun se lève sur coup de tête, on ne fait que réclamer. Or, nous avons des devoirs qu'il faut accomplir. Un autre sujet très rapidement avec vous, le Conseil national des chargeurs du Bénin fait encore parler de lui, donc toujours sur le même sujet, la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion. Une enquête parlementaire a révélé donc une malversation de 18 milliards de francs CFA. Oui, mais vous savez, il y a plusieurs structures comme ça. C'est parce que le gouvernement de la rupture donc, a brandi l'âme de la répression que nous sommes en train de voir, qu'on est en train de dénoncer ce genre de choses. Comment vous imaginez que dans une structure du genre, dans une direction du genre, il y a même des états financiers de synthèse qui n'ont pas été arrêtés par le conseil d'administration. Nous sommes dans quelle république? C'est inadmissible. Pour ceux qui connaissent l'orthodoxie financière, ceux qui connaissent les règles financières, on ne peut en aucun cas laisser ces genres de situations. Et la commission a fait un bon rapport. Il faut pas se cacher pour le dire. Nécessairement, c'est que, vous savez, si l'État aussi a pensé à un moment donné à l'inutilité du Conseil national des chargeurs et est passé donc à la dissolution de cette structure, il y avait anguille sous roche. Et aujourd'hui, maintenant, il faut voir clair. Vous savez, dans nos structures, il y a tellement de prévaricateurs. Il faut le dire, les structures étatiques, les directions... À cette allure, on va finir par dissoudre également la NAT, parce qu'il y en a eu quand même des malversations. Il faut juger de la pertinence de la dissolution. Oui. Ce n'est pas parce qu'on fait des dissolutions, donc il faut la faire sur coup de tête. Non, ce n'est pas ça en réalité. J'ai dit au départ que ce sont des technocrates qui accompagnent ce gouvernement. À partir de cet instant, il y a d'abord, on passe au scanner, on passe au crible de la raison d'abord. Tout ce qui est là, avant de... Voilà. Alors, finalement, le CNCB, on se demande qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Non, mais parce que la plupart des DG... Vous savez que c'est une maison, quand Alimatou Badaou, elle est venue pour la petite période, elle-même elle savait qu'il y avait une difficulté. Elle-même, elle a dit, puisqu'elle est déjà habituée à ce genre d'environnement, elle pensait donc passer à la résolution de ces choses, ce qui n'a pas eu concrètement lieu. Je ne dirais pas qu'elle n'a rien fait. En réalité, elle a travaillé, on a vu son bilan, mais les conséquences, vous savez, il y a des problèmes d'hiérarchie qui se retrouvent dedans aussi, une certaine, en tout cas, mauvaise gouvernance qui aurait été soulevée. Voilà des choses. C'est parce que le citoyen que nous sommes en réalité, nous avons besoin d'une éducation civique. Quand on nous met dans les structures, d'ailleurs, nous allons parler avec la cellule qui a été mise en place au palais. On va en parler. Pour le cas donc, du CNCB, il y aura donc de potentiels clients pour la criette, sans doute. Non, mais c'est normal. C'est une évidence. Je ne dirais pas, est-ce qu'on peut dire une évidence ineffable? Je vais le dire, si c'est possible. Et donc, il faudrait savoir que, nécessairement, c'est la seule structure judiciaire aujourd'hui que nous avons qui lutte contre la corruption, c'est la criette. Alors, maintenant, on va parler donc, de la cellule d'analyse et de traitement donc, des plaintes donc, qui sera désormais au niveau de la présidence. Est-ce que, pour vous, tout ce que nous avons vu, ça ne suffit pas pour lutter contre la corruption? Non, mais l'arsenal est même moindre. Je vous le dis. Parce que la corruption, vous savez que c'est une infraction qui a des ramifications innervées par l'ingéniosité humaine avec frénésie. Il faut le dire, tant que l'être humain existe, on a des mécanismes nécessaires, des ingéniosités malsaines, permettez-moi de le dire de cette façon. Et vous savez que la corruption, c'est l'île de laine en réalité. Et donc, c'est une infraction où un petit arsenal ne suffit pas nécessairement pour lutter contre. Vous voyez, malgré qu'on a la criette, il y a des gens qui continuent toujours d'aller dans la prévarication. Il y a toujours des prévaricateurs. Et donc, il faudrait donc revenir à une certaine notion que j'appelle de droit pénal en réalité. Le droit pénal, avant, avait une finalité de répression. Mais aujourd'hui, il faut penser à un autre mécanisme. Prévenir la corruption, ce qui est en train d'être fait. Quand vous prenez le Botswana, par exemple, qui est un exemple en matière de lutte contre la corruption, vous allez voir, il y a des mécanismes. Je vais vous donner un exemple. La loi sur la déclaration de patrimoine là-bas. Ici, on n'a rien que des dispositions pour déclarer les patrimoines. Il faudrait nécessairement, c'est grâce au gouvernement du nouveau départ qu'on a pu voir que certains ont eu la volonté, parce qu'ils ont été forcés, je dirais de manière forcenée, qu'ils sont allés même déclarer leurs biens. Mais il y en a d'autres encore qui sont tapis d'un homme, qui ne le font pas pratiquement. Vous voyez un peu, donc la corruption, ce n'est pas seulement s'arrêter. Il y a le Haut Commissariat à la prévention de la corruption qui n'est même pas encore sur place. En tout cas, les tests l'ont prévu. Ce qu'il faudrait savoir nécessairement, il faut parler d'une éducation
l'éducation civique. Alors, l'éducation civique, c'est quoi, Idriss Boukari? Vous savez, dans nos écoles, en réalité, on nous a toujours miroité qu'il faut être fonctionnaire pour être riche. Et donc, puisqu'on nous a dit ça, quand vous devenez fonctionnaire, vous êtes dans une structure et que vous avez votre salaire, ça ne vous suffit pas. Vous êtes obligé, et ceux qui sont là aussi vous induisent en erreur, parce que ces derniers, ils vont dire ceci, c'est comme ça nous faisons ici. Et si vous ne savez pas faire, ils vont entrer dans le domaine mystique pour vous, parce que vous serez un goulot d'étranglement pour eux. Vous êtes leur bourreau à partir de cet instant. Vous voyez un peu la mentalité. C'est pour ça que je dis, pour lutter réellement contre la corruption, il y a une éducation civique qu'il faut nécessairement faire. La corruption, c'est comme c'est un système. Chez nous, il y a le corrupteur, le corrompu et le complice. Qui va dénoncer qui? Ah mais, vous savez, il y a certaines personnes qui sont dotées de la loyauté. C'est parce que nous sommes nés libres et égaux, c'est la société qui nous corrompt. Il faut le dire en réalité. Puisque la société est déjà par nature corrompue à cause des hommes, je ne dis pas qu'elle est même congénitalement corrompue. Permettez-moi de le dire de cette façon-là. Mais c'est les êtres humains en réalité. Si on arrive même à dénoncer maintenant certaines personnes et ces personnes-là sont protégées, on aura maintenant le potentiel de pouvoir punir ces gens d'infraction. C'est parce que ceux qui dénoncent ne sont pas protégés. Mais si les choses se font dans l'anonymat et tel qu'aujourd'hui on dénonce la corruption, et donc c'est ceux qui font le travail là qui doivent garder ce qu'on appelle le secret professionnel pour protéger les autres, ou bien sinon, je dirais même, l'infraction va se pérenniser et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours l'éducation civique. Alors, dénoncer est une chose et prendre en compte cette dénonciation en est une autre. Oui. Est-ce que cela ne dépend pas de la tête qui est en jeu ou des intérêts qui sont également en jeu? Oui, mais c'est ça en réalité. Oui. Le mal est tellement endémique que c'est à dire que... Quand je viens dénoncer quelqu'un auprès de vous, qui se trouve être un parent ou un ami à vous, non, c'est ça, la société dans laquelle nous sommes je dirais même, a irrigué la corruption. Il faut le dire, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un, comme on le dit vulgairement. À partir de cet instant, si c'est un proche à toi, vous voyez que c'est tellement difficile au point où, c'est vrai, on va brandir l'âme de la répression, mais c'est un travail continu et continuel. Bienvenue à Gwassaga, journaliste donc, au quotidien, le matinal. Merci pour ces analyses. On va se retrouver très prochainement. Merci. Bonne journée à vous. Oui, merci. Mesdames et messieurs, on va découvrir maintenant notre artiste de la semaine à travers ce clip. Ah oui, ça c'est Maya son DJ Fit Ampère. Ah oui. Zuma. Oh my Lord, ifenga poka kweri makachelowa. Oh my Lord, ifenga poka kweri makachelowa. Alejo kankowa chingobo chilufowa. Alejo kankowa chingobo chilufowa. Oh my Lord, ifenga poka kweri makachelowa. Oh my Lord, ifenga poka kweri makachelowa. Alejo kankowa chingobo chilufowa. Alejo kankowa chingobo chilufowa. Ou bien mes chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on parle du développement, cela dépendra de nous-mêmes. On y va, mes chers parents, mes chers amis, unissons-nous pour bâtir notre avenir. Car la charité bien ordonnée commence par soi-même. Zouma, hey yolé. Monsieur Afrodende Adam, que Dieu te bénisse. Tout le monde. Oh my Lord, ifenga poka kweri makachelowa. Oh my Lord, ifenga poka kweri makachelowa. Alejo kankowa chingobo chilufowa. Alejo kankowa chingobo chilufowa. Oh my Lord, ifenga poka kweri makachelowa. Oh my Lord, ifenga poka kweri makachelowa. Alejo kankowa chingobo chilufowa. Alejo kankowa chingobo chilufowa. Tout le monde, apakiri kotom, birika kotom, apakiri kotom, birika ko papiri potom, abiri papotom. Mon DG Lazare. Akwerika jelu, oh my fe. Iwaju kate chikololi waju chikapon awan ijo onya iwaju.
Tika Oye Gugu, Tika Piranuna in the Gugu, Oma Dume, Oma Ababli, Oma Atola, Oma Ayole, Oma Teti, Oma Ede, Iwatika, Chukololi, Wadu, Tikajon, Iwadu. Boss, Gilberto, la voie du développement passe par nous-mêmes. Ils nous sont pour bâtir notre cité. Dédicace au colonel Koutoni. Dédicace au DG comme Kouché, Eliak, que Dieu te bénisse. Dédicace à monsieur. Il s'appelle Mayasso, c'est l'artiste de la semaine qui nous fait plaisir donc d'être sur ce plateau avec nous. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour Monsieur Idrissou. Alors comment vous allez, la pleine forme? Je vais très bien, Très bien. Voilà. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous ici sur ce plateau. Merci Monsieur Idrissou. D'accord. Votre histoire a commencé avec des rencontres nocturnes sous l'éclairage au village et vous faisiez danser donc vos amis avec des bidons qui vous servent de tam-tam au village. Alors comment le rêve d'être artiste, comment le rêve est né? Bon, Monsieur Idrissou, merci. Merci d'abord de m'avoir reçu sur votre émission Grand Format. Oui. Je remercie tout le personnel de Canal 3 Bénin. Et voilà, le rêve est venu comme ça. Puisque la musique, je n'ai pas été à l'école de musique. C'est venu comme ça seulement et puis bon. Et c'est vrai que dès le bas âge, j'écoutais beaucoup d'artistes, j'écoutais beaucoup de la musique. Donc je pourrais dire que c'est là l'esprit. Et vous tapiez les voilà, bidons. Les bidons. Vous savez, quand c'est la pleine lune au village, c'est la fête. Hein? Oui, quand on était petit, il faut sortir, s'enjailler, tout ça, voilà. Donc j'avais les bidons d'huile de 25 litres là, que je mettais à disposition. J'interprétais des chansons congolaises, des chansons ivoiriennes. Donc c'est de là que le rêve est né. Alors au départ, vous étiez chorégraphe? Bien sûr, bien sûr. Et c'est vous qui dansiez hein, quand il y a journée culturelle dans les chorégraphe au départ, puisque qui parle de la musique, parle de la danse. Donc voilà, donc j'étais chorégraphe, j'avais mon groupe de chorégraphie. Et au collège, quand il y avait des journées culturelles, c'était nous. Voilà, le second cycle, je l'ai fait à Bomé, au lycée au fond. Donc pendant les journées culturelles, notre proviseur, ils invitaient les orchestres. Donc il y avait des interprétations en live. Voilà, donc voilà. Donc, alors en 2006, Mayasso a signé son premier single qui est intitulé Tectonique, donc un morceau qui a cartonné hein, dans le pays et surtout dans les collines. Quel était le niveau de succès de ce morceau? Bon, le morceau, disons qu'en ce moment, bon, il n'y avait pas assez de moyens, je n'étais pas à Cotonou ici. Donc dans les collines là-bas, en tout cas, le morceau a fait la pluie, le beau temps. Voilà, et c'était pas mal quand même. Très bien. Voilà. En 2013, vous avez créé le groupe Inspiration. Vous étiez 3 hein, dans le groupe. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Le groupe est cassé finalement. Voilà, bon, on pourra le dire comme ça, que le groupe est cassé. Mais en réalité, le groupe n'est pas cassé. Puisque vous savez, quand vous évoluez dans la vie, il faut réfléchir à un moment donné, prendre des décisions. Si bien que mes binômes, on est toujours en contact. Il n'y a pas de souci. Chacun évolue en solo. Voilà, chacun évolue en solo. Voilà. D'accord. Une vingtaine de titres hein, à votre actif, donc ça fait déjà beaucoup. Quels sont les plus en vue pour vous? Bon, je pourrais dire que quand on était en groupe, il y a des sons qui ont un peu fait leur temps. Par exemple, GATB et Génération Android Tamba, puisque actuellement c'est ce qui a envoûté la nouvelle génération. Parce que tout le monde c'est WhatsApp, voilà. Il y a aussi le son Pokili qui signifie qu'il faut faire ton devoir conjugal. Voilà, donc on a fait ça pour dire aux gens que même tu peux être un homme d'affaires, hein, mais il faut assurer ton devoir conjugal à la maison pour éviter les problèmes, parce que ça fait partie des devoirs du foyer. D'accord. Voilà, vos fans, vous les appelez les Japonais. Bien sûr. Alors, est-ce que vous êtes Yoruba du Bénin? Non, je ne suis pas Yoruba, mais le nom, je suis inspiré du nom à travers le Yoruba, puisqu'il fait partie de mes idoles. C'est ça. Voilà, donc comme il appelait ses fans la Chine, j'ai décidé de nommer les miens les Japonais. Les Japonais. Voilà. Alors, est-ce que le Yoruba vous inspire? Bien sûr. Il m'inspire beaucoup, il m'inspire très bien. Alors, quel est votre style musical? Musical, je pourrais dire, moi je fais un peu de tout. Puisque je pourrais dire que je suis polyvalent.
Mais quand je me retrouve dans le coupé-décalé, là, je me retrouve mieux. Parce que j'arrive à donner le meilleur de moi, même quand il s'agit du coupé-décalé. Mais tous les rythmes, quand même, je les prends et je les ramponne. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes fils de Doumé. Bien sûr. Doumé, c'est à Savalou, dans les collines. collines. Est-ce que dans vos chansons, on arrive à retrouver les traces de la culture de cette région? Bien sûr, bien sûr. Il y a un son dont le titre est Odon Ayo. Je pense que c'est sur le site Mayaditive. Ouais. Odon Ayo. Voilà, Odon Ayo. Quand on parle de Odon Ayo, en fait, la chanson a été faite dans le rythme traditionnel. Voilà. On a fait, mais on n'a pas réalisé le clip. C'était quand on était en groupe. Donc je pourrais dire que je retrace ma culture dans ce que je fais. Donc Odon Ayo, ça signifie on a fait cette chanson pour souhaiter heureuses années. Quand il s'agit de nouvel an, pour souhaiter les meilleurs vœux, tout ça. Donc c'était en langue Yoruba, mélangé un peu de français, tout ça. Donc c'est un peu ça. Alors vous êtes titulaire également d'un BTS en gestion et comptabilité, diplôme obtenu en 2012 à l'ENEAM. Alors est-ce que c'est facile de concilier musique et études? Finalement vous avez choisi? C'est pas du tout facile. Si je dois vous dire la vérité, c'est pas du tout facile. Mais dans la vie, il faut évoluer avec plusieurs plans. Donc j'ai pris des études comme mon plan B. Puisque j'avais la passion pour la musique et nous sommes au Bénin. Et je me suis dit, bon, comme j'ai opté pour la musique, au cas où cela n'aboutit pas, là j'attaque mon diplôme et puis je me lance dedans. Donc, et ça a marché, donc le choix que vous avez fait a marché. Bon, je pense Parce qu'aujourd'hui beaucoup parlent de vous quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, c'est pas encore le niveau quand même. Voilà. Le chemin est long, mais l'arrivée sera belle quand même. Vous voulez aller au sommet. Voilà. Aujourd'hui, quelles sont, c'est général, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés vraiment pour arriver au sommet que vous visez? Ok, bon, je pourrais dire dans un premier instant que c'est les moyens. Parce que qui parle de la musique parle des moyens. Vous pouvez être bon, superstar, vous pouvez chanter bien n'importe comment lorsque vous n'avez pas des moyens. Ça ne va pas toujours, ça ralentit en fait. Puisque la musique, ça a besoin d'investissement. Puisque pour faire un son, il faut s'enregistrer dans un studio, il faut payer l'arrangeur. Pour tourner un clip, il faut chercher un réalisateur. Tout ça, ça demande beaucoup d'investissement. Donc c'est d'ailleurs pourquoi il y a des talentueux qui sont dans le pays, mais on a des difficultés à les voir, puisqu'ils n'ont pas de quoi se faire promouvoir. Vous voyez, donc, vous avez une maison de production? Je m'autoproduis pour le moment. Voilà. Donc, pourquoi ne pas faire les démarches envers les producteurs que nous avons pour vous appuyer? Bon, en fait, en matière de production, c'est vrai que je suis toujours dans la recherche, mais vous savez, nous sommes dans un pays où tout est un peu difficile. Vous savez, puisque personne ne veut investir sur quelque chose lorsqu'il n'est pas sûr des résultats. Est-ce que vous voyez? Donc, je préfère évoluer comme ça pour le moment. Et dès que je vais convaincre quelqu'un qui a les moyens d'investir sur moi, là, je suis sûr qu'ils vont me faire appel. Voilà. Mayasso, qu'est-ce qui le distingue des autres artistes béninois? Bon, je pense que peut-être c'est mon style et ma personnalité. Puisque, bon, moi, je suis polyvalent, d'autant plus il y a d'autres qui disent, bon, moi je fais de l'afrobeat, moi je fais le rap, tout ça. Bon, moi j'ai pris tout ça puisque un artiste en question ne doit pas se spécifier, se spécialiser sur quelque chose. C'est vrai que tu dois avoir ta spécialité, mais il faut aussi être un peu de partout parce que les choses balancent. Aujourd'hui, c'est le Nigeria. Après, ça peut être un rythme qui sort de nulle part. Donc, il faut savoir s'adapter. Donc, c'est pourquoi moi, je suis un peu de tous les côtés. Alors, on va parler de votre actualité. Est-ce que vous avez un produit actuellement sur le marché? Bien sûr, j'ai 2 clips actuellement qui sont sur le marché, à savoir Badjoumon, le clip Badjoumon et le clip Issa Kaba Dégagé. Badjoumon, c'est quoi? Badjoumon, bon, c'est un état d'esprit des personnes qui s'habillent bien, qui se mettent bien. En fait, en français, pour ne pas être trop long, ça parle de la sapologie. Donc Badjoumon, c'est dans ma langue. Voilà, et le Nago, Badjoumon veut dire la sapologie. Alors, comment ça se passe, la promotion autour de ces... Bon, on se débrouille, mais c'est pas facile. C'est pas facile, d'autant plus que la promotion, c'est l'un des facteurs
qui font qu'un artiste a des difficultés à évoluer, puisque dans la promotion, à des moments donnés, ça demande de l'investissement. Vous voyez? Donc il faut des émissions, des radios, voir les DJ pour qu'on joue le son dans les bars. Alors qu'au Bénin ici, quand tu vas voir un DJ, s'il n'aime pas ton produit, il suffit que tu tournes dos et puis il met ça dans la poubelle. Il faut l'intéresser. Voilà. Parce qu'on suppose que lui-même, il vit de ça. Voilà, bon, bien sûr, il y a des gestes qu'on fait, mais bon, lui s'est dit, bon, si lui personnellement, il n'aime pas le produit, il ne va pas faire le job. Mais ils oublient parfois qu'ils ne jouent pas pour eux-mêmes, ils jouent pour ceux qui sont là pour les écouter. Ça va parce que toi-même, tu n'aimes pas que tu ne vas pas jouer. Parce que si tu n'aimes pas d'autres, peut-être quelqu'un est là pour aimer. Voilà, donc ils n'ont qu'à nous faciliter un peu le job puisque c'est un peu difficile. Alors en dehors de ces morceaux, dans les jours, semaines, mois à venir, qu'est-ce qu'on peut attendre donc, de vous? Bon, je pense que j'ai plusieurs choses dans la cuisine, plusieurs préparations qui sont là et je pense que d'ici février, nous allons lancer les hostilités. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut vous entendre? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose, nous faire quelque chose? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. On peut aller? Oui, il n'y a pas de souci. On y va. Ok. Tu connais mon talent, mais c'est toi qui veux me descendre. Nos dessins ne sont pas les mêmes. Mon ami, tu peux rien faire, c'est toujours Papa No Grosso. Désormais, Issa Kaba, avec moi, jamais poteau. Si j'avance, c'est le bara. Voilà. Je voudrais aussi rappeler aux fans que le lien est toujours disponible sur YouTube. Le clip est disponible sur YouTube. Vous pouvez aller télécharger le son Issa Kaba. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc Mayasso en direct donc, sur le plateau du grand format. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, c'est ici que va s'arrêter l'aventure grand format de ce dimanche 23 janvier 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Doumé. C'est à Savalo. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Je m'appelle Papa No Grosso. Je suis encore venu pour frapponner. La Bajouma, c'est la danse des forces. Toujours bien s'appelle, mais rien dans la poche. Même si on n'a pas l'argent, on est sapé. Sans les cons, on aime les choses. Amis, c'est bon, tout le monde est bon. Osval Bomeki, Wanabal qui a trop d'inspiration dans mon corps. Que vous voulez ou pas, je resterai toujours le number one. Azaroka, arrangeur 5 étoiles. On y va. Bajouma, Bajouma, Bajouma. Sam DJ, KPFM. Bajouma, le boss Koba, PDG Istanbul Ankara. On va danser la Bajouma, Bajouma, refrain, Nova Latif, Alain Estraola. Tellement qu'on aime bien saper, on a créé la Bajouma. Tellement qu'on aime bien s'habiller, qu'on a créé la Bajouma. Mon ami, si tu sais pas saper, tu peux pas danser cette mélodie. Ma chérie, si tu sais pas saper, tu peux pas danser cette mélodie. Une autre diffusion. C'est la danse des nantis, c'est la danse des héros. C'est la danse de sapologue, tout le monde est venu, on va danser. Tout le monde est crié, on va danser. À tous mes gars du ghetto. Oh Bajouma, Mama Nado, Papa Nadoula. Oh Bajouma, tu l'as mis ton abo à douer. Oh Bajouma, Saturné à la paix, le meilleur portier. Est-ce que ça va là? C'est la Bajouma, les assauts. Est-ce que ça va là? Non, c'est pas Bajouma. Azaroga, dosé, tu es belle. So Bali Belaga, tous les monde a trouvé ta Bali Belaga, je m'appelle les Mayas sur DJ. Bloqué! DJ Aslock, à tous les Japonais. Bajouma, y'a ton solo. Même si on n'a pas d'argent, on peut saper. Bajouma, y'a ton solo. Même si j'ai pas moto, j'ai mon vélo. Bajouma, y'a ton solo. Awa oni o ama ani achan. Bajouma, y'a ton solo. Baba iya eda kueba mijo. Bajouma, y'a ton solo. Aimba isi mi eba mijo. Bajouma, y'a ton solo. Allez, écoute, tout le monde Africa va danser. Bajouma, y'a ton solo. C'est bon. Bajouma sugologo bajo, bajo, mama na sugologo bajo, oya mama na sugologo bajo, bajo, mama na sugologo bajo, oya mama na sugologo bajo, bajo, bajo ma sugologo bajo, oya mama na sugologo bajo, bajo, mama na sugologo bajo, bajo. Maintenant présentation des danseurs.
Maginois, les jumeaux, Emmanuel Dibango. C'est tout, takou, c'est tout, takou, c'est tout, rakuta, kutukuta, c'est tout, rakuta, kutukuta, c'est tout, toura, tout ça, kuta, kutuku, c'est bloqué, bloqué encore, tous les gars encore, tout cas, tout le monde y'a ton solo, tout le monde est balancé, pour faire des galères, tout le monde y'a ton solo, allez, cabana, soke, Yodi, Avolé, le 4 trop. Maintenant les filles. Tournez les fesses, on y va, mélanger, Prince à la bille avec Choco.